Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci à vous d'être présents pour cette nouvelle deck tech qui me régale, un deck que j'adore aux grosses saveurs de Final Fantasy. Je vais vous présenter aujourd'hui, tadam, Terra, la guerrière Magitech. Vous allez voir, on se régale avec elle. Mais avant toute chose, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à signaler que toutes les deck tech que je fais, parce que vous en avez un paquet dans la playlist, eh bien elles sont toutes vouées pour du multi-EDH et pas forcément ultra compétitif. On est plutôt autour du bracket 2-3, il n'y a pas de fast mana, il n'y a pas de tuteur, on est avec 3 game changers maximum. En revanche, je trouve que c'est toujours de bonnes bases, donc si jamais voilà, ça vous plaît et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus compétitif, eh bien vous pouvez changer 5, 10, 15, 20 cartes, mais la base est quand même, je pense, assez stylée. Bon après, si vous voulez faire du CEDH avec le combo qui va bien, ça j'avoue qu'il va falloir changer un peu plus de cartes. Mais si vous voulez du truc fun, bigarré, coloré et qui passe bien, je pense qu'on va se régaler avec cette deck tech. Vous savez quoi ? Je prends même pas le temps de dire que je suis sur Twitch du mardi au vendredi de 9h à midi, qu'il y a un code play-in à Dibou 2025 qui vous permet d'avoir 50% de points de fidélité en plus et de les transformer en bons d'achat. Non, je prends pas le temps et on fonce tout de suite sur Terra, cette guerrière Magitech. Alors, pour commencer, c'est une 4-2 pour 3. Un générique plus un grul, donc un rouge et un vert. Vous avez une magnifique créature légendaire, humain, sorcier et guerrier. Quand Terra, donc quand elle arrive sur le champ de bataille, on va meuler jusqu'à 5 cartes, on va meuler même 5 cartes, et on va mettre dans sa main jusqu'à une carte d'enchantement de cette manière. Donc on se doute qu'on tourne déjà aux alentours de tout ce qui est enchantement, enchantresse. Et ensuite, pour être sûr de ça, eh bien vous avez une capacité, la transe, qui pour 6, vous l'engagez, vous l'exilez, et pouf, elle apparaîtra ensuite en mode Terra, héritière du sang des chimères. Et avec ça, il y a pas mal de choses qui commencent à se décanter. Déjà, vous voyez qu'elle se transforme en créature enchantement, saga et sorcier. Donc ça, c'est une thématique qui a été apportée par Final Fantasy, qui est d'ailleurs assez sympathique. Et elle vous dit, tu mets, quand elle arrive direct, un marqueur Sapiens, tu crées un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que tu contrôles, il a qu'à la célérité. Et si c'est une saga, eh bien tu mets jusqu'à 3 marqueurs Sapiens sur lui, tu les sacrifies ensuite au début de la prochaine étape de fin. Donc là voilà, il n'y a plus de suspense, on est vraiment sur une créature qui va jouer enchantement et notamment enchantement créature saga. Vraiment le but c'est de bombarder au maximum ces fameuses invocations dignes de Final Fantasy. Ça tu vas le faire 3 fois quand elle arrive, puis non pas au début de l'entretien, mais à ta première phase de pioche, tu vas le faire du coup 3 fois en tout, la première fois quand elle arrive, 2 fois supplémentaires en piochant, et la 4e fois, eh bien c'est un autre spell, une autre capacité qui apparaît. Là tu vas rajouter 2 blancs, 2 bleus, 2 noirs, 2 rouges et 2 verts, donc Terra n'est plus donc qu'une simple créature grule, mais elle est bien 5 couleurs, et ça fait plaisir, et tu vas ensuite la retourner, l'exiler, la retourner, et tu vas refaire son effet, tu vas meuler 5 cartes, et tu vas mettre jusqu'à une carte d'enchantement dans ta main, sauf que tu auras évidemment 10 mana en pool. Donc en voyant cette carte, il y a une flavor, voilà, petite flavor à la Tom Bombadil. Il y a plusieurs moyens de la jouer, soit vous la jouez full saga, comme le bon vieux tome du Seigneur des Anneaux, soit vous pouvez faire un mix, soit vous pouvez faire comme moi, plutôt axé sur les créatures enchantement saga. Vous avez ensuite la possibilité, eh bien, soit d'avoir des sous-catégories, vous allez faire des copies, donc est-ce qu'on va forcer les copies, est-ce qu'on va faire, eh bien, on va faire en sorte que, eh bien, il y ait 2, 3, 4 fois plus de jetons qui arrivent sur le champ de bataille, vous connaissez ces cartes-là, les parallèles live et autres joyeusetés. Vous avez également la possibilité de jouer avec les marqueurs Sapiens. Moi j'ai décidé de partir plutôt sur une gestion de ces marqueurs là, grâce également au fait de pouvoir meuler, on sent tout de suite la récursion, donc voilà, il y a aussi un peu de récursion qui va bien. Je ne me suis pas du tout axé autour de la copie, mais vous le pouvez avec 5 couleurs, de toute façon vous pouvez vraiment vous régaler. Vous pouvez aussi blinker ces cartes là, puisque vous exilez votre créature enchantement, votre saga, du coup elle perd tous ses marqueurs. Si elle était sur le point d'être sacrifiée, eh bien elle revient toute propre, toute nouvelle.
elle trigger instantanément son premier effet. Bref, moi c'est plutôt là-dessus que je suis parti. Alors on va aller en détail évidemment au niveau de ce deck là, vous avez la liste Moxfield où vous allez voir que cette decklist évolue sans arrêt, vraiment sans arrêt. Voilà, selon que vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou un mois après la publication, vous verrez que le deck a de grandes chances d'évoluer, mais vous faites votre tambouille véritablement comme vous le désirez bien entendu. Donc on va commencer par les créatures. Boum, Terra sort et on va commencer par les créatures. On a, je crois de mémoire, 36 créatures, quelque chose comme ça. C'est très créatureux et évidemment on va essayer d'avoir un maximum de créatures enchantement, hein, on est sur de l'enchantresse, il y a plein de choses qui disent quand vous lancez un sort d'enchantement, il se passe des trucs, quand un enchantement arrive sur le champ de bataille, il se passe des trucs, donc voilà, on essaie d'en mettre un maximum, je crois qu'il y a entre 34 et 38 enchantements au global, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal sur 99 cartes jouables, et notamment 37 terrains, t'enlèves 37 terrains, c'est plutôt ok tiens. Donc déjà en termes... Hop là, 2 cartes, on commence par la rampe, évidemment l'Alphaïne ravie parce que comme ça, boum, le contrecarré bleu hisse le quart bien profond. On a la marraine de floraison, la marraine de floraison, la marraine elle va pas forcément vous donner 5 couleurs, voilà, facilement en tout cas, mais c'est une créature qui peut vous donner 3, 4 mana colorés plutôt facilement. Le 5 couleurs est pas si facile que ça, mais tu payes 2, t'as 3 ou 4 mana, c'est toujours très bon à prendre. Créature enchantement, évidemment, qui elle va vous rajouter X mana de la couleur de votre choix, exceptant le nombre d'enchantements que tu contrôles. Voilà, donc quand elle arrive, il y en a au moins une pour elle. Mais évidemment, c'est un deck où très rapidement, vous pouvez avoir 5, 6, 7 enchantements sur le board. On va avoir un mix avec le Scholar of New Horizon, puisque lui, lorsque vous enlevez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez, par exemple un marqueur Sapiens, par exemple, eh bien vous allez chercher une plaine, vous allez la révéler, donc une plaine ça peut être une plaine basique ou un Shockland ou un Triome, et puis si un adversaire a plus de terrain que vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille engagée, si c'est pas le cas, elle est dans votre main. Donc avec Scholar of New Horizon, vous pouvez vraiment, si quelqu'un a décidé d'aller à la vitesse de la lumière et de ramper comme un fou, par exemple avec un deck touche-terre, hein, où on se doute qu'il va jouer 2 à peut-être 3 terrains par tour, on ne sait pas, et bien avec ça vous allez pouvoir rattraper votre retard naturellement, puis comme ce sont des terrains normalement on vous laisse plutôt tranquille, ça permet de retirer les marqueurs Sapiens, ou des marqueurs moins aussi, mais bon normalement c'est plus avec les sagas qu'on va tourner autour, c'est excessivement fort, genre vraiment Scholar of New Horizon c'est de la frappe. On va avoir également des créatures enchantement et qui vont faire en sorte bien que les enchantements coûtent 1 de moins à jouer. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Il y en a un deuxième qui lui a le lien de vie, le naturaliste de Jukai, dans la même veine, dans le même esprit. On va avoir donc non plus cette fois-ci des cartes qui vont vous permettre de ramper, mais des cartes qui vont vous permettre de piocher les créatures avec Citis. On est obligé de mettre Citis. Il n'y a pas un monde où tu mets pas Citis quand tu joues Enchantress, hein. La légendaire de créature enchantement, plus de ça, à chaque fois que tu lances un sort, tu gagnes un point de vie, tu pioches une carte, c'est la base. Vous avez l'Argotian Enchantress qui elle, eh bien, a le linceuil. Et qui, quand vous lancez un sort, eh bien, ça vous permet de piocher une carte, qui est assez sympathique. On va avoir également une carte qui est polyvalente, sauf qu'elle, au lieu d'aller vous chercher des terrains, eh bien, lorsque vous enlevez un marqueur d'un permanent que vous contrôlez, vous allez piocher une carte. Très sympa. Et aussi, petite précision, hein, comme les sagas, le marqueur apparaît lorsque vous piochez une carte. Avant la pioche, il y a le début d'entretien. Donc, vous pouvez le faire au début de l'entretien. Ah ça c'est le petit plus, ça vraiment c'est la bonne, c'est le truc qu'on kiffe. En termes de pioche on continue, l'édolon des fleurs. Alors c'est une carte qui est vraiment chouette parce que quand elle arrive et lorsqu'un autre enchantement arrive sur le champ de bataille tu pioches, donc déjà tu payes 4 tu pioches, voilà pour une de 2. Mais, et vous allez peut-être me détruire dans les commentaires, mais 4 pour piocher une carte et espérer jouer d'autres sorts. Parce que si tu le joues tour 4, t'es un peu coincé. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être pas si bien que ça. Il y a des sorts bleus, notamment d'Age of Eternities, qui me chauffent particulièrement. J'ai oublié le nom, mais il y en a un, tu payes 2. Tu regardes X cartes, X étant le nombre de terrains, et tu choisis une carte parmi ces X cartes, et t'as un coup de kick pour 4, qui permet d'aller chercher jusqu'à 2 cartes comme ça. Donc voilà, et Eidolon des Fleurs, c'est dedans. Je sais pas si je le retire ou pas. En tout cas, pour le moment, il y est. On va avoir un peu de protection avec une petite carte des familles qui s'appelle la Fileuse de Destinée, qui est chouette parce que ça vous permet bien d'avoir vos créatures et vos enchantements qui ne peuvent pas être contrecarrés. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Et ça vous permet de transformer en terrain XX élémental qui a une force et une endurance égale au nombre d'enchantements que vous contrôlez. Donc
Ça peut être un trick assez rigolo si jamais vous sentez que vous pouvez prendre l'ascendant là-dessus. Vous avez évidemment le seul, l'unique Zur, l'intrigant éternel. Alors ça, vraiment, ça c'est MVP. Quand c'est là, c'est un épouvantail, il faut impérativement le fumer, le Zur, parce que sinon c'est game breaker. Il a le vol, mais surtout, les créatures enchantements que vous contrôlez, donc vos sagas notamment, eh bien, ont le contact mortel, le lien de vie et la défense talismanique. Après, le reste, un enchantement non aura ciblé, vous contrôlez, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça fasse contact mortel, lien de vie, défense talismanique. En plus, c'est une 1-4, donc le body est bon. Pour Zur, on va voir la même chose en un peu plus léger, mais tout aussi sympathique avec Yuna, voilà, de Final Fantasy. Vous voyez, il y a pas mal de cartes de FF. Pendant votre tour, Yuna, les créatures enchantement vous contrôlez ont le piétinement, le lien de vie, la para 2. C'est un peu moins fort. En plus, c'est que pendant votre tour, mais nonobstant. Certes, elle coûte 5, c'est une 3-5. Mais au début de l'étape de fin, tu renvoies sur le champ de bataille depuis ton cimetière jusqu'à une carte d'enchantement ciblée avec un marqueur fatalité sur elle. Et comme on s'amuse à enlever des marqueurs, et bien grâce à Yuna, quand elle arrive, on ramène un enchantement créature saga par exemple, et au lieu de retirer un marqueur sapiens, vous retirez le marqueur fatalité, par exemple. Et du coup, plutôt que d'être exilé la prochaine fois que cette carte disparaît, eh bien elle ira dans votre cimetière. Et c'est cool que Yuna ait un effet qui se trigger à la fin du tour et vous n'êtes pas obligé d'attendre le début de l'entretien. Donc Yuna, c'est vraiment très sympathique. Ça fait de la récursion. Et de la récursion, il y en a aussi pour la prochaine carte de créature, qui est une créature enchantement elle aussi, Eliod l'aube radieuse. Pour 4, ça te permet de renvoyer une carte d'enchantement ciblée qui n'est pas un dieu, je crois que spoiler alert, c'est le seul dieu, dans ta main. Et puis pour 3, il y a un mana hybride, n'importe quoi, un mana Phyrexian, pardon, bleu ou 2 points de vie. Et bien tu peux retourner Eliod, et puis là ça fait des chocs à pic. Tu as une 4-6, les sorts peuvent être lancés comme s'ils avaient le flash. Et surtout, les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins lancé pour chaque carte que vos adversaires ont pioché ce tour-ci. Alors ça, c'est pépite. Je n'ai jamais réussi à le retourner pour le moment. J'ai fait entre 15 et 20 parties. Jamais réussi. Mais j'ai hâte de le sortir. Parce que face à Shurika et compagnie, c'est du petit lait. C'est un véritable plaisir. Donc Eliod, je l'ai laissé. C'est une carte qui... écoutez, je sais pas. On me dit, ouais, garde-la, la garde pas, etc. Pour le moment, je la garde. C'est trop fort, mais je ne l'ai pas encore utilisé à son plein potentiel. Oh, Tom Bombadil, caray, Tom Bombadil. Alors lui, il est fou. Ce mec est fou. Voilà. Si tu as 4 marqueurs ou plus sur tes sagas, il a la défense talismanique et il est indestructible. Et quand une saga arrive à son dernier chapitre, eh bien vous allez révéler dessus la carte de la bibliothèque jusqu'à tomber sur une saga. Et vous la mettez sur le champ de bataille. On a réussi à le faire 1 ou 2 fois, c'est débile, donc ça fait plaisir. Tom Bombadil, très stylé. On va pouvoir également s'amuser à enlever des marqueurs avec Garnet, la princesse d'Alexandrie. Pour Célestinien, c'est une 2-2 lien de vie. Quand elle attaque, tu peux retirer jusqu'à un marqueur Sapiens de n'importe quel nombre de sagas que tu contrôles, et tu mets un marqueur +1/+1 sur Garnet pour chaque marqueur que tu as retiré. Donc si tu as 3 sagas et que tu veux retirer 3 marqueurs, tu retires tes 3 marqueurs et Garnet va gagner +3/+3, et donc ça devient une 5/5 lien de vie. C'est très fort. Garnet, c'est vraiment stylé. En plus, ça a lien de vie, ce qui est jamais désagréable. Riku, alors Riku, à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures... À chaque fois que vous mettez un ou plusieurs marqueurs sur une créature que vous contrôlez, jusqu'à la fin du tour, ces créatures ne peuvent pas être bloquées par les créatures que vos adversaires contrôlent. Donc les créatures saga enchantement, elles sont un marqueur au début de... Enfin, dès que vous piochez votre première carte à chaque tour, enfin durant votre tour, pardon. Donc pendant votre phase d'attaque, elle a forcément un marqueur qui est arrivé. Donc c'est tout droit. Riku, c'est puissant, et en plus elle peut voler un marqueur pour vous l'engager. Tu peux voler un marqueur d'une créature qu'un adversaire contrôle et la mettre sur une de tes créatures. Donc si jamais voilà, il te manque un brin de patate ou tu as une créature qui n'est pas une créature enchantement et tu as envie qu'elle passe quand même, eh bien tu peux voler un marqueur +1/+1, un marqueur indestructible, voilà, peut-être qu'il y a une créature qui a un marqueur charge, qui sait, tu la mets sur ta créature et bam, c'est tout droit. Riku, c'est vraiment très fort. Encore dans la gestion de marqueurs, on a Sigurd Jarl de Ravenstorm, désolé pour les fans d'Assassin's Creed, hein, si je prononce mal. Pour Naya, vous avez une 3-3 piétinement, lien de vie, 3-3, très sympathique, qui a la vantardise. Pour 1, à partir du moment où tu attaques, et ça marche qu'une seule fois par tour, tu peux mettre un marqueur Sapiens sur une saga ciblée que tu contrôles, ou retirer un marqueur Sapiens. À chaque fois que tu mets un marqueur Sapiens sur une saga,
que tu contrôles, tu mets un marqueur +1/+1 jusqu'à une autre créature ciblée. Donc ça permet de up, ça permet de jauger. Est-ce que je veux atteindre rapidement l'ulti? Est-ce au contraire c'est la première capacité déclenchée qui me plaît? Puis ça bump, donc enfin ça pump plutôt. C'est très fort. Sigurd, franchement, c'est vraiment très stylax. Donc ça c'était pour la gestion des marqueurs. Et enfin, on va avoir un petit boost collectif avec la tisseuse d'harmonie qui est une créature enchantement. Les autres créatures enchantement que tu contrôles gagnent +1/+1. Et si tu payes un verre et que tu l'engages, tu copies une capacité activée ou déclenchée ciblée que tu contrôles une source d'enchantement. Donc le but ça va être de copier dans l'idée les créatures enchantement saga. Mais on a des très beaux enchantements qui méritent également d'être doublés. On va avoir un peu d'interaction et surtout des cartes qui vont se flipper. On a évidemment Sheoldred, donc ça fait de l'interaction puisqu'on doit sacrifier, enfin les adversaires doivent sacrifier. Si tu arrives à le transformer, tu arrives sur une saga qui fait des bêtises, des grosses bêtises, mais qui régale. Donc voilà, alors ça coûte un peu cher parce que tu as le 5 puis le 5 derrière, mais il y a un enchantement qui arrivera vers la fin de la vidéo qui fait que voilà, si jamais on arrive à choper celui-ci, eh bien tout de suite, ce n'est plus trop un problème en termes de coût de mana. Donc ça c'est la première qui se transforme en saga. Vous avez bien les cartes de créatures légendaires, notamment de FF16, qui permettent de s'amuser. Donc vous avez Dion qui lui va se transformer en Bahamut primordial de la lumière. Ça met des marqueurs, puis après ça détruit. Et vous retournez ensuite Bahamut pour le remettre en forme de Dion émissaire de Bahamut, qui est assez rigolo parce que lui et les chevaliers que tu contrôles on le vol. Voilà, c'est pas un deck chevalier, hein, mais bon, le côté Bahamut. Et puis, en vrai, c'est grosse flavor FF. Hein. Il y a vraiment des cartes, notamment les cartes que je vais vous présenter. En vrai, hein, celle-ci, c'est vraiment pas les cartes les plus fortes du deck. Genre, celle-ci, si je devais en retirer 4, et dont l'enchantement de fin que je vous présenterai, c'est 5 cartes que je changerais immédiatement pour avoir un deck encore plus puissant. Mais il y a du flavor, il y a une saveur FF. C'est stylé quand on va retourner content. Donc, voilà, je privilégie le fun à la puissance. On va avoir Jill qui, elle, c'est Shiva, qui va renvoyer pour 3 en permanent, ensuite vous payez 5, vous la retournez, et là on se transforme en véritable Shiva. Voilà, créature can be blocked this turn, donc elle ne peut pas être bloquée sur 2 fois, et ensuite tu vas engager tous les terrains. Ensuite elle se retransforme, boum, et t'as ta petite Jill qui va renvoyer un permanent. On va avoir, je vais commencer par Joshua, l'émissaire de Phoenix, lui va te permettre de défausser et piocher, et ensuite quand tu vas le retourner, il va ping tous tes adversaires, et comme c'est lui qui inflige les blessures, qui a le lien de vie, si tu joues à 4, tu vas gagner 6 points de vie, ce qui n'est pas négligeable sur 2 tours. Et enfin, grosse récursion plutôt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6. Ensuite tu l'exiles et pouf, il retourne, tu pioches, tu défausses. Et enfin, le bon Clive, émissaire d'Ifrit. Alors lui il est énervé. Bon, la dévotion rouge sera jamais très élevée malheureusement. En revanche, si tu arrives à le retourner, alors là, tu as Ifrit. Hein. Donc voilà, une 9-9. Ifrit se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée. C'est une 9-9, normalement, elle balaye. Et ensuite, tu vas rajouter 4 mana. Et puis après, tu vas rajouter 4 mana. Le remettre ainsi. Et puis le but, comme tu as 4 mana rouges, déjà, c'est de défausser ta main. Au moins piocher 2, mais on espère 3-4. Et avec 4 mana rouges, plus le mana que tu dois avoir, tu peux lancer quasiment toute ta main si nécessaire. Voilà pour les créatures, on a fait le tour. Il y a d'autres créatures qui sont très fortes. Non, pardon, on a fait le tour des créatures standards. Mais il va falloir parler maintenant des créatures Enchantement Saga, ce qui fait le sel. J'allais oublier le plus important, ce pourquoi j'ai fait le deck, hein, littéralement. Adibou, l'homme bourré. Vous avez donc les invocations emblématiques de Final Fantasy qui sont représentées et vous en avez 12. Il y a des invocations qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a qui méritent d'être dans ce deck. Je les ai pas mises, mais à vous de faire votre popote. Propre popote, c'est dur à dire. On commence avec Ifrit, ça permet de défausser, piocher et de ramper, entre guillemets, avec du mana rouge. Vous avez Fenrir qui vous permet de ramper directement, mettre un marqueur et piocher si vous avez la carte la plus forte. Vous avez, alors celui-ci, il paye pas de mine, mais il est très sympathique. Valigarmanda, ça vous permet d'exiler un éphémère en rituel de chaque cimetière. Et ensuite, sur son 2, 3, 4, vous allez rajouter un mana rouge pour chaque marqueur sapience. Donc là, dès qu'on arrivera au niveau 2, vous aurez 2 mana rouges supplémentaires, puis 3 et 4. Et vous pourrez jouer les fameux éphémères rituels que vous avez exilés via cette saga. Donc autant vous dire que quand on arrive sur le mid-late game, ça peut faire des grosses dingueries. On a les Sœurs Magus, très rigolotes, 5-5-5. Il y a du hasard. Le hasard, moi j'aime bien. J'aime bien le hasard. Donc voilà, ça permet de mettre des marqueurs, de protéger ou d'aller chercher une créature.
Titan qui est débile. Ouais, Titan c'est débile. Hein. Ça meule, ça envoie sur le champ de bataille et ça file plus X étant le nombre de terrains. Donc grosso modo on peut dire que voilà, il file au moins plus 5, 6 ou 7. Et le piétinement est une autre créature ciblée que tu contrôles, c'est une 7-7 piétinement pour 5. Bref, Titan c'est vraiment très puissant. On a les chevaliers de la table ronde. Moi, une de mes invocations préférées de FF7. Vous allez créer 3 tokens 2-2 chevaliers. Vous allez le faire 4 fois et à la fin, les autres créatures que tu contrôles gagnent plus de plus jusqu'à la fin du tour. Et on va mettre un marqueur indestructible sur chacune d'elles. Lui-même étant indestructible. Très sympathique. Vraiment, à l'échelle de la table ronde, on mange bien. On va maintenant parler des invocations qui, elles, font des interactions, qui vont contrôler. Par exemple, Ixion, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette saga quitte le champ de bataille. Donc, vous imaginez bien que, comme on gère les marqueurs, on peut très facilement mettre Ixion à 1 tout le temps. Ixion à 1 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à chaque tour, on va exiler une créature, exiler une créature, exiler une créature. Bon, par contre, si Ixion saute... Ah bon bah là c'est compliqué, chacun va récupérer ce qu'il a récupéré, mais vous pouvez vraiment enquiquiner vos adversaires très longtemps. Et ensuite, on va cibler 2 créatures, mettre un marqueur +1/+1 et vous allez gagner 2 points de vie. Si jamais ça vous trouvez ça trop risqué, vous pouvez répéter la deuxième autant de fois que vous voulez. Si vous avez, vous avez vu les créatures qui s'amusent à faire ça, vous pouvez vous amuser. Et au 3 par contre, elle disparaît 3, c'est en plus pour 3 une 3-3 initiative, ce qui n'est pas dégueu. Yojimbo, alors ça, le garde du corps. Oh Yojimbo. Tu vas exiler l'artefact, l'enchantement ou la créature engagée ciblée. Exilée, il n'y a pas de elle revient, elle est exilée. Donc quand on fait ça plusieurs fois, c'est très chiant. Ensuite, ça vous permet de faire une sorte de prison fantomale / propagande. Faut payer 2 pour venir vous chercher. Et enfin, vous allez créer X trésors. X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent une créature avec une force de 4 ou plus. Yojimbo, 4, ça arrive, ça exile pour une 5-5 vigilance qui va durer 2 tours en mode... Enfin, 3 tours, mais 2 où ça peut attaquer. Bon, Yojimbo, c'est un de mes préférés, on va pas se le cacher. C'est le Y de Adi d'ailleurs, de Adibou, à la base c'était ADY. Le Y c'est Yojimbo. Voilà, vous savez tout. Kujata, alors ça c'est énervé, 6 pardon pour une 7-5 piétinement célérité. Ça inflige des blessures, il y a des créatures qui peuvent pas bloquer. Et ensuite tu vas piocher et faire des dégâts à tout le monde. Kujata, c'est rigolo. Ça coûte cher, mais c'est marrant. Léviathan au début j'étais pas fan, et puis je me suis dit, en vrai... C'est une sorte de race de palissade, c'est une sorte de pseudo faille cyclonique ou de Etherise, mais pour les créatures qui n'attaquent pas. Bref, ça vous renvoie vos cartes dans la main également, mais comme vous avez des créatures enchantement qui ont besoin de retrigger leur marqueur, eh ben c'est cool en fait, Léviathan. Ça permet de renvoyer chaque créature qui n'est pas Kraken, Léviathan, Merfolk, Octopus, Serpent dans la main de leur propriétaire. Et ensuite, à chaque fois qu'un Kraken, Léviathan, Merfolk, Octopus, Serpent attaque, tu pioches une carte. Ah c'est beau, non mais c'est beau Léviathan, c'est beau, Léviathan c'est beau, 6 pour une 6-6 par à 2, on prend Valfort, alors Valfort, oh là 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 là, oh Valfort ça m'a valu des insultes. Hein. Pour 5, t'as une 5-4 vol quand il arrive, chaque adversaire va choisir la créature qui a le plus haut coup de mana et la remettre dans sa main. Je l'ai fait 3 fois de suite, ils n'ont pas apprécié. Et ensuite pour son 1, 2, sur 2, 3, 4 pardon, tu vas engager une créature et lui mettre un marqueur stun. Valfort c'est broken. Et enfin... car ce deck ne serait pas ce deck s'il n'y avait pas le seul, l'unique Bahamut. 9 pour une 9-9 vol, tu détruis un permanent non terrain ciblé, tu le fais 2 fois, si tu pioches 2 cartes à la fin, l'ulti est broken. L'ulti est broken puisque cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Donc ça peut très facilement infliger 5, 10, 15 dégâts à toute la table à la fin. Genre Bahamut c'est vraiment puissant. Si vous faites par exemple la transe de votre commandant, vous arrivez, déclenchement de ceci, vous faites une copie de Bahamut, vous mettez un marqueur, donc vous allez détruire un permanent, et ensuite vous allez faire les 3 autres dans l'ordre que vous voulez, et voilà, puis c'est GG Wellplay, puisque déjà Bahamut fera 9 dégâts, puisque la copie regardera le coup de mana des créatures. Bahamut est déjà 9, vous allez au moins pinguer de 9 toute la table, minimum. C'est une dinguerie. Bahamut c'est le beau gosse, comme on dit dans le milieu. Cette fois-ci, j'ai fait le tour des créatures, les créatures enchantement. Passons maintenant au rituel. Il n'y en a pas des masses, hein, que ça soit rituel ou éphémère. On n'a pas 1000 trucs. On a quand même Clash of the Icons qui est très sympathique pour un mana vert. Tu vas pouvoir choisir un ou plus. La créature ciblée va se battre contre une autre créature. Tu vas pouvoir enlever un marqueur sapience ou en rajouter un sur la saga que tu contrôles. Très sympathique. Très sympathique, ça permet de retrigger. Très sympathique, hein. Tu jauges ou ce que font tes sagas quand t'en as envie. Récursion, parce que Bahamut à 9, on va évidemment jamais le jouer à 9, on n'est pas des bêtes.
On va évidemment meuler et le laisser tranquillement avant de le réanimer. Si on peut pas le réanimer avec réanimation, on va le réanimer avec Brimade, puisque Brimade c'est très rigolo. Comme nous, on joue beaucoup sur les interactions de nos cartes et de nos créatures. Et bien même si elles arrivent engagées, c'est pas grave. Valfor qui arrive engagé fait quand même son effet. Donc Brimade, très 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 sympathique. Et enfin, pour un peu plus de récursion sur des cartes plus faibles, la danse du manoir c'est très fort, puisque si vous payez par exemple 2 plus 3, vous allez mettre jusqu'à 3 cartes d'artefacts et ou, en plus c'est et ou, ça n'a aucun sens, d'enchantement non aura ciblé, ça tombe bien, nous n'en avons pas, chacune avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, donc 3. Et si X est supérieur ou égal à 6, ce sont en plus des 4-4. Mais on va pas forcément aller à 6. Déjà, si tu arrives à 5, tu mets quasiment tout. Il faut savoir que j'ai beaucoup de cartes dans ce deck qui valent 2 et 3, notamment en termes d'enchantement et de créatures. Donc, c'est déjà très bien. Si tu arrives à monter à 4-5, là, tu es le roi du pétrole. Mais voilà, déjà, si tu payes 5, tu es vraiment au max. Dans du manoir, c'est vraiment très fort. Passons maintenant aux éphémères. Les éphémères, c'est simple. Ce n'est que de la protection. On commence avec éphéméré, parce qu'éphéméré ça vous permet bien de retrigger la saga. Quand elle en plus, quand ça sera le début de l'entretien, vous allez pouvoir le jouer en mode rebond gratuitement et donc refaire ça sur une saga et faire Valfor 3 fois en 2 tours par exemple, ou une autre créature. Je dis Valfor parce que je l'ai fait avec Valfor, donc voilà. Éphéméré c'est très fort. Intervention héroïque pour protéger indestructible. Moonmist, alors c'est pour ça aussi que je garde, vous savez, Choco, Pipo et Bambino là, c'est pour ça que je garde Clive, Joshua, parce que je vous l'ai pas dit, mais ça dit qu'on transforme tous les humains, et on prévient les dégâts de combat qui sont faits par tout le monde, sauf les loups et les loups-garous, ça passe, mais sinon tout le reste, c'est cuit, c'est un fog quoi dans l'idée. Eh ben ça tombe bien parce que Terra, c'est une humain, donc quand tu joues Moonmist, Terra, elle se transforme. Et ça marche aussi avec Clive, ça marche aussi avec Joshua, ça marche avec Jill, enfin avec Shiva quoi dans l'idée, et Dion. Ah bah oui, ah bah non, bah tout de suite d'un coup d'un seul pour 2, 1, c'est fort. Donc Moonmist, jamais réussi à le faire, mais le jour où je vais le faire, je sens que je vais me régaler. Eri Interlude, pareil pour exiler, parce que le but, voilà, c'est vraiment que ça arrive et que ça ressorte. Et enfin, protection de Teferi. Alors ça passe hors phase. Voilà, c'est pas de l'exil, mais ça vous permet de vous protéger. Donc on prend. En termes, j'ai que ça, vous avez vu, il n'y a pas d'interaction énervée en éphémère en haut, il n'y a pas de sword to plowshare, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de generous gift, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de contre non plus. Genre vraiment, on va se laisser contrer pour aller réanimer derrière. C'est pas le but, nous on joue notre deck, on laisse les autres tranquilles. Vous pouvez rajouter des contre-sorts, il y a pas, encore une fois je le dis, vous le jouez comme vous voulez, à la Beckham si ça vous intéresse. Moi je laisse les gens tranquilles. Par contre, derrière, quand ça réanime, ça fait très mal. On va avoir un artefact qui va permettre de lui continuer à jouer avec les marqueurs, parce que lui, quand tu l'engages, tu retires un marqueur d'un permanent que tu contrôles, et tu mets soit un marqueur charge sur un artefact, soit tu vas mettre un marqueur +1/+1. Le but, c'est de mettre un marqueur +1/+1, bien évidemment. Et on va avoir l'épée broyeuse qui a tellement carry mes games. L'épée broyeuse, +3/+2. Quand ça touche, eh bien tu vas piocher une carte et tu peux lancer un sort depuis ta main avec une valeur. Ah, c'est depuis la main, le commandant ne marche pas, sauf si le commandant est dans ta main, mais ça marche pas pour. C'est pas lancer un sort de manière globale, c'est depuis la main uniquement, avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce nombre de blessures sans payer son coup de mana. Je sais qu'il y a Fist and Famine qui est exceptionnel aussi, qui file en plus la protection contre le noir et le vert de mémoire, qui permettent de faire en sorte que l'adversaire qui ait subi des blessures défausse et vous détapez tous vos terrains. Mais j'ai hésité longuement, mais je me suis dit, l'épée broyeuse, c'est Final Fantasy Flavor, donc on va garder Final Fantasy Flavor. Vous voyez, moi je suis un mec très Flavor, hein, donc c'est pour ça que les decks sont pas non plus 100% opti. Et enfin, on va terminer avec les enchantements. On commence évidemment avec de la rampe, puisqu'on veut piocher. Quand on joue des enchantements, quand on arrive sur le champ de bataille, on veut piocher. On va donc mettre une étendue de l'utopie pour 1. Ça permet d'engager, et le terrain qui est enchanté va faire un mana de la couleur de votre choix supplémentaire. On va choisir, il faudra le choisir au préalable, une végétation luxuriante. Pour 1, t'enchantes le terrain, il fera un mana vert supplémentaire. On va jouer Shadow in the Wrap. Le premier sort de créature que tu joues coûte 2 génériques de moins à jouer, ce qui est toujours appréciable. Et quand l'adversaire lance son premier sort non créature, Shadow in the Wrap lui infligera 2 blessures. Voilà,
ça pocouille en même temps, c'est plutôt sympathique. L'éveil du Mirari, alors ça, quand ça arrive, plus un, toutes les créatures, bon voilà, et ça double les manas que vous faites. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, pour 5 c'est magnifique. La carte, je vous en parlais au début, pour tout ce qui est transformation, moi Terra en vrai, sur 15-20 parties, j'ai dû la flip 2 fois, c'est très difficile, elle est très souvent sujettie à un soir tout clochère au moment où vous payez vos 6 manas et hop, bah j'ai payé mes 6 manas, allez, fin de tour et vous êtes blasé. Et bien pour être moins blasé, vous jouez Training Grounds. Training Grounds c'est vraiment très stylé, vous en avez un qui est sorti dans Ether Drift qui fait pas totalement la même chose évidemment, mais voilà, vous avez des trucs comme ça qui existent. Les capacités activées des créatures que vous contrôlez coûtent 2 de moins à lancer, de managerie comme moi, et on peut pas arriver à 0, c'est forcément 1. Voilà. Donc forcément, quand ta Terra ne coûte plus 6 à lancer, mais 4, ah, bah, tout de suite, c'est plus la même limonade. Quand ton Clive, il coûte pas 6 à lancer, mais 4, c'est pas la même limonade. Quand ton Joshua, ta Shiva, c'est plus 5, mais 3, c'est plus la même limonade. Donc Training Ground, voilà, c'est... si on l'a, on est super content. Si on l'a pas, bon, tant pis, on espère qu'on aura rampé suffisamment. Mais Training Ground, je pense qu'elle a toute sa place ici. Présence de l'Enchantress, deck Enchantress, deck Enchantement, évidemment, c'est là. Guardian Project, donc en très belle version d'ailleurs. Je me jette des fleurs comme ça. Donc dès qu'une créature non token arrive sur le champ de bataille, si elle n'a pas le même nom qu'une autre créature dans votre cimetière ou sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Donc comme on est en singleton EDH, vous piochez tout le temps. Puisque le peu de fois où il y a des cartes qui ont le même nom, c'est que c'est des copies, et sur les copies ça trigger pas, donc voilà, c'est très bien pour 4, vous allez piocher un max. La part du contrebandier, qui est vraiment un enchantement que j'adore. En vrai, cet enchantement pour piocher et ramper, je le trouve génial, même si les problèmes viennent par deux existent. J'adore part du contrebandier, ça coûte 1 de moins, ça fait moins de choses, mais au début de chaque étape de fin, tu pioches une carte pour chaque adversaire qui a pioché au moins 2 cartes, donc ça c'est assez stylé. Et puis tu vas créer un jeton trésor pour chaque adversaire qui a fait arriver sur le champ de bataille sous son contrôle au moins 2 terrains. Ça rampe sa pioche. J'adore cette carte. Pareil, versatile, soit ça pioche, soit ça permet d'avoir la célérité plus 1 plus 0 et le piétinement, et j'avoue souvent je le prends pour son côté témur. Frostcliff Siege, ça vraiment c'est trop fort. C'est trop fort, vraiment, Frostcliff Siege de Tarkir, c'est une dinguerie, polyvalence, puissance. Avant, on avait, tu sais, des créatures, elles avaient la célérité, ou elles gagnaient un marqueur, genre Rhythm of the Wild, tu vois. Soit elles avaient Riot, donc c'était soit c'est célérité, soit elles ont un marqueur plus 1, tu vois. Là, on s'en fiche. En plus, je crois que c'est des créatures non token. Voilà. Là, on s'en fiche. Créature token, pas token, les créatures que tu contrôles ont plus 1 plus 0, piétinement, célérité. Allez, on passe à la suite. C'est trop fort. Vraiment, cette carte, dès que vous jouez créature et que vous jouez IZ à minima en termes de couleur, il n'y a aucune raison de ne pas mettre Frostcliff Siege. Genre, littéralement aucune. C'est turbo broken. On passe en réanimation. L'animation des morts, évidemment, enchantement qui trigger et en plus ça va réanimer. On a Journey to Eternity, une carte que j'adore depuis longtemps mais que j'ai mis dans aucun deck, je sais pas trop comment la faire marcher. Là je pense que c'est le bon moment de la mettre. Tu vas enchanter une créature, quand elle meurt la créature va revenir sur le champ de bataille et tu vas transformer Journey to Eternity. Et Journey to Eternity va se transformer en mana rock, donc tu vas, enfin en terrain plutôt, excusez-moi, terrain légendaire. Tu ajoutes un mana de la couleur que tu veux, ou alors tu payes 5 et tu mets sur le champ de bataille une carte depuis ton cimetière en jeu. Pour 5, tu peux le faire en vitesse éphémère d'ailleurs. C'est fort, genre vraiment cette carte je l'adore, j'ai jamais réussi à lui trouver une véritable place dans mes decks. Je pense que dans Terra on est pas mal. En parlant de récursion, on continue. Réanimation, récursion, Starfield of Nyx, oulala, très belle carte. Pour 5 au début de l'entretien, tu peux, si tu veux, remettre un enchantement depuis ton cimetière sur le champ de bataille. Très fort. Un peu chiant par contre quand tu as 5 enchantements ou plus, tous les autres non-aura enchantements, donc comme j'ai dit, il n'y a pas d'aura. Donc malheureusement, tous les autres enchantements deviennent des créatures avec une force et une endurance de base équivalent au coût converti de mana. Donc c'est juste chiant de te dire que tu as des enchantements, ils sont là pour... voilà. Et à un moment, tu en as 5 et ça devient des créatures, tu prends une colère, tu pleures. Donc c'est son seul petit bémol, mais pour 5... je crois qu'on est sur une des plus belles ou des meilleures récursions, genre enchantement qui dit au début de l'entretien. Genre vraiment, Starfield of Nyx, pour mes enchantements, créatures, saga et tout, c'est de la frappe. C'est vraiment, quand vous jouez pareil enchantement, il n'y a pas de raison, je trouve, de ne pas jouer Starfield of Nyx, en tout cas à mon niveau en EDH multi. Fun. Vous avez quand même 2 sagas, il n'y a pas beaucoup de sagas, il y a 2 sagas. Voilà, moi j'ai pas fait un mix, je vous ai dit, j'ai vraiment mis l'accent à fond sur les créatures
enchantement saga, mais il y a quand même 2 sagas. La fable du brise miroir, parce que ça permet de mettre un chaman qui va ramper, ça permet de piocher des fossés, et ça permet, même si c'est encore une fois pas le but de mon deck, de faire une copie, voilà, un jeton qui est une copie d'une créature non légendaire. Donc les sagas, créatures saga, les Bahamut, chez la table blanche, etc. ne sont pas légendaires. Il n'y a que les invocations FF16, hein, donc les personnages que vous allez flipper, Jill, Joshua, Dion, Clive, etc., qui eux sont légendaires, mais tu peux copier Bahamut pour un, quoi. Tu peux copier les Chevaliers de la Table Ronde pour un, tu peux copier Valfor pour un, tu peux copier Fenrir pour un, tu fais bien ce que tu veux. Donc je trouve ça trop fort pour pas le mettre. Pareil, la renaissance de l'aîné, oui ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte cher. Mais bordel, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. À chaque fois que j'ai lancé la renaissance de l'aîné, je n'ai jamais été déçu en 15 parties, ou 20 d'ailleurs. Chaque adversaire sacrifie, plus ça défausse, plus tu vas réanimer une carte. C'est sublime. Et enfin, dernière carte active avant de passer au terrain, ça va être très rapide, hein. Cette carte, je l'ai rajoutée il n'y a pas longtemps. J'ai réussi à la jouer. C'est la carte qui dit j'ai gagné, on en fait une autre. Loyauté de la Légion. C'est débile. C'est débile. Si ça passe, c'est débile. Pour 8, les créatures vous contrôlent la myriade. Qu'est-ce que la myriade pour ceux qui ne savent pas trop? À chaque fois qu'une créature avec la myriade attaque, donc toutes vos créatures, pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie de cette créature engagée et attaquant ce joueur ou un planeswalker qu'il contrôle et tu exiles ce jeton à la fin du combat. Donc ça veut dire que si tu as ton Valfor, tu attaques Valfor, n'importe qui, tu vois. Et puis tu vas créer 2 autres copies de Valfor. Et donc tu vas trigger l'effet de Valfor. Et donc ils vont devoir mettre 2 créatures qui ont le plus haut CC dans leurs mains. Tu as des Bahamut, tu mets 2 Bahamut et tu vas détruire 2 permanents non terrain ciblés supplémentaires. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça vraiment, ça coûte cher, ça coûte 8, voilà, tout ce que vous voulez. Je sais, ça prend une merde, ça dégage. Mais quand ça passe, quel plaisir. C'est une dinguerie, vraiment je me suis régalé à la jouer. Et enfin, le mana, ça va être simple et efficace comme d'habitude. Command Tower, classico-classique. Esplanade des Légions, classico-classique. Ternification pour déplacer un marqueur. Et oui, on continue de jouer avec les marqueurs Sapiens. On dit Sapiens, Sapiens. Je sais jamais comment on prononce alors que j'ai écouté 20 fois. Sapiens, je crois que c'est Sapiens. Même les terrains peuvent s'amuser à virer les marqueurs ou à les déplacer. On a de la pseudo-récursion, ça permet une carte d'enchantement ciblée depuis le cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Voilà, si jamais vous avez vraiment un enchantement, il n'a pas le droit d'être dans le cimetière, il faut qu'il soit dans votre main, pouf, vous le mettez et vous le piochez au début de votre phase de pioche. Otawara, évidemment, pour bounce. Bosseju pour détruire. Le village de l'Ève Brume, très sympathique, qui permet que le prochain sort que vous lancez, ce tour ne peut pas être contrecarré. Donc ça c'est quand même assez chouette. On va avoir des terrains qui arrivent d'étape si on contrôle au moins 2 adversaires. Alors je sais que à la table on n'a que des amis. Mais bon là tant pis, hein, on va dire que ce sont des adversaires pour trigger. On va avoir la même chose avec 2 autres terrains. Voilà. On va avoir un terrain de base de chaque couleur de Final Fantasy bien sûr. Le marais, l'île, la plaine de FF7, la montagne et la magnifique forêt Chocobo. On va avoir Lady Shockland, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va avoir les 10 fetch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me rends bien compte que c'est pas budget. On m'avait fait un petit message qu'il y a moyen de faire du budget, etc. Malheureusement, c'est vrai que ces fetch-là, je les ai pas dans tous mes decks tout le temps, dans le sens où mes decks sont prêts. Non, je vole les fetch de tous mes decks pour en faire un voire 2 max, donc j'avoue que j'ai pas les idées de budget, mais vous pouvez mettre des triomes par exemple, enfin les triomes, pas les vrais triomes, peut-être que les faux triomes fonctionnent, parce que les vrais triomes ils coûtent quand même peut-être un peu cher. Vous pouvez mettre des faux triomes, il y a des terrains qui arrivent engagés de Edge of Eternities, qui ont l'air d'être pas dégueux, et qui sont justement genre marais, forêt, etc., qui sont pas trop mal. Vous pouvez mettre une lanterne chromatique histoire d'être tranquille. Voilà, vous pouvez peut-être fixer un peu différemment. Il y a des fetch qui ne sont pas des vrais fetch, enfin qui font que le terrain arrive engagé. Voilà, on peut se débrouiller pour du budget. Et évidemment, si les cartes sont un peu trop chères, vous coupez celle-ci et vous mettez des sagas. Il y a des sagas qui sont très très sympas. Je sais pas si elles sont à côté de moi. Il me semble que j'en avais quelques-unes à côté de moi. Tu vois, je pense qu'elles valent pas très cher, mais celle-ci je trouve stylée. Par exemple, Tales of Tinuvel du Seigneur des Anneaux. Voilà, tant que c'est là, la créature est indestructible. Donc comme on s'amuse beaucoup à jouer avec les marqueurs, en fait la saga limite elle est H24 présente. Donc ta créature elle est H24 là. Sinon tu peux réanimer à chaque tour
une créature, voilà. The Bath Song aussi, je trouve que c'est très rigolo. Tu pioches, tu défausses, ensuite tu mélanges toute ta bibliothèque, hop, et tu as 2 mana bleus. Voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça qui existent, qui sont plus budget que ce que je vous ai montré. Mais c'est vrai que j'ai pas fait une liste 100% budget, j'en suis désolé. Ah tiens, je me suis pris justement le petit, hop là, petit gobelin chaman, le petit trésor, pas le petit token qui va bien. Voilà, vous savez tout pour ma deck tech Terra, l'héritière du sang des chimères, ou plutôt Terra guerrière Magitech. J'espère que cette deck tech vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu, des messages en commentaire. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme j'ai dit en début d'émission, de vidéo, ce n'est pas une deck tech ultra compétitive. On n'est plus sur du fun, on n'est plus sur du bigarré, on n'est plus sur de l'EDH sympathique avec les copains. Mais encore une fois, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, le rendre oméga compétitif et vous éclater avec. Je pense malgré tout que la base est bonne pour faire des petites dingueries avec Terra. Voilà, je vous embrasse. Merci pour tout. On se retrouve rapidement sur Twitch, sinon tous les jours sur Instagram et TikTok où je fais un réel et un TikTok sur Magic l'Assemblée. Soit j'ouvre des boosters, soit eh bien, je fais des mèmes. Et récemment, on s'est pris 2 boosters collector moderne Horizon 3. Et ça va débarquer évidemment sur TikTok et Instagram. Beijing à tout le monde, merci d'avoir été présent et à très vite pour de nouvelles Deck Tech. Ciao la team.